Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Encore toutes mes excuses pour ne pas avoir pu vous proposer de vidéo hier, je m'en suis excusé, j'avais des obligations familiales que je ne pouvais absolument pas déplacer, mais ce n'est que partie remise. Et voilà donc l'analyse technique journalière, hebdomadaire, et également, puisque vous en avez pris l'habitude et parce que vous aimez bien ça, et le Commitment of Traders pour savoir ce que font les institutionnels, les gros acteurs du secteur. Et on commence naturellement par le SP500 données hebdomadaires puisque c'est le week-end. Et le SP500 qui s'adjuge quasiment 2% alors même qu'on a connu une fin de semaine assez agitée avec le retour des menaces trumpistes. Globalement, 2% sur le SP500, c'est pas mal et on continue à valider le rebond sur la zone de support hebdomadaire des 56,60, 51,00. Je vous rappelle que tant que on n'a pas fait des plus hauts, c'est un peu une lapalissade, mais tant qu'on n'a pas fait de plus haut et qu'on continue de naviguer entre les plus hauts et les plus bas, on est dans un trading range. Ce qui signifie que globalement, on peut totalement envisager d'aller chercher les plus hauts ici, à 6150, ce qui voudrait dire encore prendre 4%, avant éventuellement de retomber sur les bas-fonds de ce canal. Il n'y a que si on inscrit des plus hauts que l'on pourra envisager effectivement de voyager en haute altitude. Je sais, c'est évident comme ça de le dire, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on n'est absolument pas à l'abri d'un retour sur les plus bas avec un moins 14%. Même si c'est pas mon scénario privilégié, il faut savoir regarder la réalité en face. Les données journalières indiquent là aussi qu'on approche d'une zone de résistance qui est de plus en plus visible. C'est la zone qui est du coup grise ici. Il nous reste, on est en tendance qui est neutre puisqu'on a des pics qui sont devenus ascendants et des creux qui sont devenus descendants, qui sont descendants, autrement dit pic ascendant, creux descendant, c'est une tendance neutre et c'est ce que j'explique depuis maintenant plus d'une semaine, c'est que à titre personnel, moi je rentrerai si on clôture au-dessus des 59,68. Pourquoi? Tout simplement parce que si on clôture au-dessus de cette zone-là, eh bien on sera à rentrer dans une tendance haussière en données journalières avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Pour l'instant, on ne le saura, on ne l'est pas, puisque si on ne fait pas si on ne tire pas de plan sur la comète, pour l'instant, on est, je le répète une troisième fois pour les débutants, en pic ascendant, creux descendant, donc en tendance neutre. Okay. L'attaque baissière du jour a permis d'aller combler partiellement le gap qui a été ouvert ici. Vous voyez, on avait un gap, c'est-à-dire on n'avait pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. C'est un signe de force pour les haussiers. Le fait qu'on n'ait pas réussi à combler ce gap encore, qu'on l'ait comblé uniquement partiellement, laissant un gap résiduel, est un signal de force également. Certains mettront un stop de protection en dessous d'ailleurs comme garant de la hausse. On a un pin bar ici, c'est un chandelier très favorable, c'est-à-dire que le corps ici se situe dans la partie haute, voire très haute de la bougie. J'ai souvent testé, je vais pas le faire aujourd'hui. Et donc c'est un signal qui est aussi en soi un signe de force. Si vous avez un biais haussier sur le SP500, il me semble évident que les stops de protection doivent être mis. Alors dans la version la plus agressive, je l'ai dit, sous le gap puisqu'il n'a pas été comblé, ou alors sous ce plus bas qui est ici, ok. Ou alors dans un optique beaucoup plus large sous ce bas là. Okay. Quant à moi, vous le savez, j'ai dit que je rentrerai et si je rentre, ce sera en clôture des 59,63 et avec un stop de protection en dessous de cette zone-là. Okay. Bon, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est peut-être pour cette semaine. On verra. Si vous avez un biais qui est baissier, c'est l'inverse. Il faut envisager que les gesticulations du moment ne permettent absolument pas au CAC, au SP500 de s'envoler durablement. On peut spéculer sur les niveaux actuels. On pourra préférer attendre que l'on remonte sur cette zone. Short, spéculation à la baisse, parier sur le comblement de ce gap, voire le retour sur cette zone ici, avec un stop de protection, je dirais plutôt large, pour éviter de se faire sortir par une attaque haussière. On va passer au Nasdaq. Et le Nasdaq est dans une situation similaire, c'est-à-dire que en données hebdomadaires, on a rebondi sur un support, mais on n'a pas encore fait de plus haut. Donc là aussi, on est toujours globalement en tendance haussière, comme le montrent les oscillations grises là.
Mais tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 22 235, on peut totalement envisager dans le cadre d'un trading range de revenir sur les plus bas. Là aussi, c'est pas mon scénario préféré, mais c'est totalement possible. Et si vous avez le temps d'attendre, c'est sur cette unité de temps que j'aimerais vous proposer le backtest du jour, qui est d'une simplicité déconcertante et qui n'a d'égal que son efficacité. C'est l'Awesome Oscillator. C'est ça que j'ai testé pour vous. Alors, il y a un biais dans ces backtests sur les données hebdomadaires, c'est que, étant donné qu'on se donne du temps, beaucoup de temps, des semaines, des mois, voire des années, eh bien, on bénéficie du fait que les marchés, globalement, montent. Et c'est le cas pour les grands marchés. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que si on se donne le temps, eh bien, on laisse au mouvement naturel des marchés tout l'espace pour jouer à plein, clairement monter. Et je vais vous le prouver avec cet outil, l'Awesome Oscillator, qui du coup donne un outil de timing assez intéressant. Donc c'est facile, on achète quand on passe au-dessus de la ligne 0, et on vise soit R1, soit R2, soit R3, c'est-à-dire soit une fois, soit deux fois, trois fois la distance au stop de protection positionnée sous les plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator. Ok, je vais vous montrer un exemple, vous connaissez si vous êtes des habitués du format. Voilà un très bel exemple, magnifique. Le signal a été donné sur cette bougie-là, ici. Sur cette bougie, on est passé au-dessus de 0. Le stop de protection, il est mis sous le plus bas du cycle baissier de l'Awesome Oscillator. Le cycle baissier de l'Awesome Oscillator, donc littéralement l'oscillateur merveilleux le plus bas, il est là. Donc on achète, je l'ai dit, ici. On met un stop de protection là à moins 17%, donc faut se laisser le temps. Et on vise plus 17, plus 34, plus 51. Et vous voyez qu'on a fait beaucoup plus. On a fait, je vais vous montrer simplement une fois bien comme il faut. 68, mais même on a fait plus. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Je vous montre un autre exemple qui a très bien fonctionné. Là, vous achetez ici, vous mettez un stop de protection là et vous visez toute la distance. Vous voyez que les stops de protection sont très très larges. Attention, il faut avoir le temps. Voilà, vous avez un stop de protection à 22%. Ça ne nous a pas empêché de faire 92%. Et ainsi de suite, vous voyez que ça fonctionne très souvent et c'est vraiment extrêmement simple. Il s'agit d'acheter au bon moment et ça vous donne le timing. Alors là, parfois, ça fonctionne pas, comme ici. Le signal a été donné là. Et là, juste derrière, avec un stop de protection ici, on est allé chercher le stop de protection. On n'a bien sûr ni fait une, ni deux, ni trois fois la distance au stop de protection. On a perdu. Là aussi, c'était 2007, donc dans le contexte un petit peu tendu de la crise des subprimes. Et parfois, on fait les uns, mais pas les autres. Par exemple, ici, on a fait une fois la distance au stop de protection qui a été donnée ici lors de cette bougie-là. Et vous voyez, si on achète à ce moment-là, le stop de protection, il est positionné à 8,33. On est monté jusqu'à 15,83, mais derrière, on est venu déclencher le stop de protection. Ok, donc l'idée c'est que parfois on fait une fois, parfois on fait deux fois, mais généralement on fait trois fois la distance au stop de protection. Je suis remonté jusqu'à l'origine du Nasdaq, c'est-à-dire les années 80, voilà, c'est ça. Et voilà le bilan. Assez flatteur, hein, il faut le dire. Si vous achetez maintenant, ok, est-ce que vous avez les chances pour vous de faire R1, donc stop de protection à 21%, non pardon, 22% ici, donc visez plus 22. La réponse est clairement oui. Hein. Ça a fonctionné ainsi dans 23 cas et ça a échoué dans 7 cas, autrement dit en 77% des cas ça a fonctionné. Donc si vous aviez par exemple, je vous montre une fois, parier 1000, c'est un chiffre donné au hasard, vous auriez gagné 23 fois 1000, 23 000, vous auriez perdu 7 fois 1000. Si vous aviez fait ça depuis le début des années 80, c'est simplement pour expliciter les maths derrière. Et donc vous auriez gagné 23 moins 7, eh bien 16 000. Ok. Si vous visez R2, c'est-à-dire 22 fois 2, 44, eh bien, vous auriez également eu raison 70% des cas. C'est-à-dire 21 fois où c'est un succès, 9 fois c'est un échec et vous auriez gagné donc dans 70% des cas 2 fois votre remise. C'est-à-dire que vous auriez risqué 1000 par trade perdant et vous auriez gagné 2000. Et la beauté de ce setup, c'est que voilà, le temps joue à plein. Et si vous visez 3 fois la distance au stop de protection, donc 66%,
eh bien, vous auriez gagné dans 67% des cas, plus de 2 fois sur 3, puisque ça a fonctionné 20 fois et ça n'a échoué que 10 fois. Autrement dit, vous auriez gagné, ici, dans notre cas, 3000 pour un risque de 1000 et dans 67% des cas. Donc, vous voyez comme c'est simple et efficace au regard de l'historique du Nasdaq. Donc, si vous n'avez pas l'Awesome Oscillator, sachez que c'est un indicateur technique plutôt rare, plutôt. Toutes les bonnes plateformes l'ont, mais si vous avez une plateforme basique, vous ne l'aurez pas. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT. Ici, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. On regarde les données journalières. Et c'est exactement pareil que pour le SP500, à savoir qu'on s'approche d'une résistance qui devrait poser problème, puisque les résistances tracées sur une unité de temps supérieure posent problème sur une unité de temps inférieure. D'ailleurs, vous voyez, on peut considérer qu'on a déjà commencé à buter dessus. Mais là aussi, vous allez retrouver une bougie assez favorable. Ici, un pin bar qui montre les bonnes dispositions. Et surtout, on dirait que les intervenants se moquent un petit peu maintenant des menaces dans tous les sens de Donald Trump, en sachant qu'il revient dessus au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle le taco trade. On reviendra sur ça peut-être demain. Et l'idée, c'est que voilà, on tergiverse, c'est normal, il y a une résistance, mais on peut acheter. Alors, acheter ici, c'est un petit peu dangereux. J'aurais préféré que l'on achète en cas de clôture au-dessus des plus hauts, parce que vous avez exactement le même trade que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir une tendance haussière en construction mais qui n'est pas validée. Pour ça, il faudrait clôturer au-dessus de cette zone. Et pour avoir exactement le même trade que je suggérais pour le SP500 que je vais prendre, vous voyez que ça, pour l'instant, ça n'a pas été déclenché puisqu'on est passé au-dessus, mais à chaque fois, on a clôturé en dessous. Donc, si on clôture au-dessus, soit au-dessus des 21 464, soit au-dessus des 21 611, eh bien, on validerait la tendance haussière. Donc, c'est l'idée. Donc, vous pouvez faire ça. Stop de protection en dessous de ce creux-là, ou alors pour les plus patients ou les plus attentistes, mettez un stop de protection plus loin, par exemple sous ce deuxième support, c'est possible aussi. Si vous avez un biais baissier, naturellement, c'est maintenant qu'il faut agir, ou alors dans la zone grise, vous spéculez à la baisse maintenant, vous mettez un stop de protection au-dessus, vous visez un retour sur au moins ce gap-là, voire les autres supports, c'est totalement envisageable. Et on va terminer avec le CAC 40 avant de voir les Commitment of Traders. Et là aussi, on salue. C'est vrai que la semaine a mal terminé pour tout le monde, soit à la marge, soit un peu plus comme le CAC 40 avec les annonces de Trump, mais ça reste quand même très solide. C'est-à-dire que on s'approche de la zone de résistance. Rien à dire de plus, si ce n'est peut-être que on a plus de marge pour progresser parce qu'on n'est pas venu toucher la résistance. On a un support ici à 76,70, 76,05. Si vous voulez acheter, vous pouvez le faire sur cette zone-là ou alors attendre un retour à nouveau sur cette zone des 78, 78, 76, 70, 76,05 pour parier un retour sur cette zone, stop de protection en dessous. Vous pouvez également faire l'équivalent de ce dont j'ai parlé, à savoir acheter en cas d'inscription d'un nouveau plus haut. Donc vous pariez sur la hausse, stop de protection en dessous et puis vous pariez sur le fait qu'on va continuer de progresser. On m'a fait la remarque plusieurs fois en me disant Trado, pourquoi tu te prépares à un trade alors qu'on est proche d'une résistance? Tout simplement parce que on vient de corriger beaucoup et il est normal que quand on a corrigé beaucoup, on soit forcément face à des résistances. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Puis bon, encore une fois, si ça fonctionne pas, c'est pas bien grave. C'est le trading. Le tout, c'est d'avoir des positions qui soient pas mortelles de telle manière qu'un trade perdant vous fasse beaucoup trop de mal. Donc vous pouvez acheter maintenant avec un stop de protection en dessous, vous pouvez acheter plus tard, je l'ai déjà dit, vous pouvez spéculer à la baisse. Pas ici, je pense. Je pense qu'il faut mieux attendre que l'on pénètre cette zone, stop de protection au-dessus, parier sur un retour sur le comblement de quelques gaps, puisqu'on a vraiment laissé béant 1, 2, 3, 4, 5 gaps, c'est quand même beaucoup. Ça serait assez inédit qu'on laisse 5 gaps ouverts dans une nouvelle impulsion haussière. Généralement, c'est 2, 3, pas 5. Donc, on peut envisager là aussi de faire un short. Voilà, on a fait le tour. On va passer maintenant au Commitment of Traders. Je vous rappelle que c'est pas un outil de timing, c'est un outil de sentiment, c'est-à-dire que vous pouvez savoir comme ça ce que font les gros parce qu'ils disent ce qu'ils veulent, mais ils font pas forcément ce qu'ils disent.
On va voir ce qu'ils font, au-delà de ce qu'ils disent. Je vous rappelle également que non, ça n'existe pas pour le CAC 40 pour des gens comme nous. Malheureusement, les professionnels ont accès à ce genre d'informations, mais pas nous, et surtout pas gratuitement comme pour ce que je vais vous proposer. Je vous rappelle également que, avant d'aller plus loin, vous pouvez liker ce format. Je vous demande jamais de liker parce que j'y pense pas, mais sachez évidemment que ça me fait très plaisir. Vous pouvez vous abandonner. Oui, vous pouvez vous abandonner à mon format, c'est pas un problème. Vous pouvez également vous abonner, ça sera quand même plus efficace. Et comme ça, vous loupez pas les mises à jour. Et puis, n'oubliez pas les formats qui viennent de sortir sur les ETF, sur le gold, demain sur les cryptos et la préparation de la semaine de trading court terme. Tout ça, ça arrive dans les 24 heures. On passe au Commitment of Traders. Et chose promise, chose due, on va passer maintenant au Commitment of Traders. Et avec le SP500, alors c'est un petit peu la déroute pour les hedge funds. Tout d'abord, les gestionnaires de fonds classiques, eux, ils n'ont quasiment pas changé leur posture au niveau des longs. Ils sont toujours globalement longs avec 1 124 500 contrats. Ils ont retiré un petit peu, moins 1513, mais c'est même pas 0,1%, donc ça reste globalement la même chose. Par contre, ils ont décidé de se couvrir un petit peu, 15 000 contrats short supplémentaires sur 265 000, donc ça change pas l'équilibre global qui est globalement tourné vers les longs, mais voilà, un peu de prudence à court terme, peut-être pense-t-il que on est monté vite, je sais pas, mais ils augmentent leur short et ils stabilisent leur long. Par contre, les hedge funds, eux, ont pris une véritable raclée cette année entre leurs paris infructueux sur leur gold et les indices. Ils sont en train de faire machine arrière ou du moins réduire la voilure, puisque eux sont globalement baissiers avec 420 000 contrats short contre 164 000 contrats longs. Et ils n'assument plus, si je puis me permettre. Ils ont augmenté leur position longue de 11% et ils ont réduit leur position short de 5%. Autrement dit, c'est toute voile dehors pour l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont globalement short, mais là, ils augmentent les longs et ils réduisent les shorts. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Je vous rappelle que la différence entre les deux, c'est d'une part la taille. Les asset managers sont beaucoup plus gros que les hedge funds. Je caricature. Et puis surtout, vous voyez que les longs restent, les gestionnaires de fonds restent très majoritairement longs avec une petite exposition à la couverture. Et les Nasdaq, eux, sont globalement short, avec pour l'instant une exposition augmentée à la hausse. Donc peut-être qu'ils envisagent que ça monte à très court terme. On va passer au Nasdaq qui montre également le changement d'attitude des institutionnels. Pas tant les gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds font ce qu'ils font, à savoir généralement ils sont longs et là voilà, ils ont augmenté de 2% leur position longue, ils ont réduit à la marge leur position de couverture short. Par contre, regardez les hedge funds qui partent la queue entre les jambes alors qu'ils étaient globalement vendeurs. 107 000 contrats short, 46 000 contrats longs, et là ils augmentent leurs achats de 1,5% et ils réduisent leur position short de 5,2%. Autrement dit, voilà, retraite en race campagne. Et c'est vraiment une très mauvaise année pour les hedge funds, comme quoi ils n'ont pas toujours raison. Et là, en l'occurrence, il semble qu'ils s'en rendent compte et qu'ils réduisent pour le moins la voilure, à voir s'ils considèrent toujours qu'il y a matière à être short, mais c'est pas ce que leur attitude semble montrer sur la semaine écoulée. Voilà, on a fait le tour. Je précise un truc, vous savez, l'analyse des codes, c'est quelque chose qui est un peu subjectif quand même. Vous avez le droit, vous avez les chiffres comme moi, vous avez le droit d'avoir une analyse différente de la mienne, c'est absolument pas interdit. N'hésitez pas à la partager. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous n'avez pas le droit d'avoir voix au chapitre, loin s'en faut. Mettez en commentaire votre lecture. Et puis bon, ça, même si à titre personnel, bon, mon opinion est faite, c'est celle que je partage avec vous, mais sachez que d'autres que vous peuvent ne pas être d'accord avec mon analyse et trouveront intérêt à lire la vôtre. Donc n'hésitez jamais. De toute manière, c'est comme d'habitude, tant que ça reste poli, courtois, il n'y a aucune raison d'interdire les désaccords. Donc allez-y, lâchez-vous et dites ce que vous avez à dire en commentaire. Excellente journée, mise à jour demain, et puis un petit like, ça me fait plaisir, et pensez à vous abonner si vous ne voulez pas louper des mises à jour.